je raconterai d'abord, avant de commencer, une petite histoire personnelle. Quand j'étais gamin, pour vous montrer ce qu'était la mort il y a quelque temps, quand j'étais gamin, on a une maison de campagne dans les Vosges. Donc j'aidais toujours les bûcherons à travailler un petit peu là-bas. Ils me laissaient mettre les branches des sapins sur le feu. Et donc j'étais ravi de passer quelques instants toujours avec eux. Et donc un samedi, en arrivant à la maison de campagne, j'ai vu un feu à quelques centaines de mètres de la maison. Je suis bien sûr allé là-bas pour voir ce qui se passait. Et il y avait Alphonse, un bûcheron, qui était en train d'abattre un hagis. Et donc je l'ai aidé tout de suite à brûler les branches. On avait le droit de faire des feux en forêt à l'époque. Et je le vois qui de temps en temps regardait vers sa maison qui était à vol d'oiseau, 400-500 mètres. Je lui dis, qu'est-ce que tu regardes? Il dit, je regarde s'il n'y a pas un chiffon blanc à la fenêtre parce que la Louise est en train de crever. Bon, c'était sa femme, enfin, ils étaient deux frères, la femme devait servir aux deux. Bref, au bout d'un bout de temps, voilà, le chiffon blanc apparaît, donc il a quitté le chantier, il est parti. Le soir, comme il était de tradition, je suis allé à sa ferme pour jeter l'eau bénite à la morte. Donc, je suis arrivé, ça se passait ainsi, il y avait le cercueil, il y avait deux tréteaux, le cercueil était dessus, la morte était là, on arrivait, on jetait l'eau bénite, on s'asseyait autour, on blaguait, on parlait, quoi, auprès du mort, c'était pas du tout comme ça se passe de nos jours. Et on m'a forcé, j'avais même une dizaine d'années, une douzaine d'années, on m'a forcé à boire la goutte, comme tout le monde. Et arrive, vlatique pas que le Alphonse qui n'arrivait pas, tout d'un coup il arrive, il était passé dans tout le village pour annoncer le décès de son épouse, et chaque fois on lui offrait un canon de rouge ou bien un verre de goutte. Bon, quand il est arrivé, il était fin rond comme une pelle, hein, ça c'est... Il arrive devant, il prend la branche de buis, met devant le cercueil, comme ça, et là, patatras, il tombe en avant, le cercueil tombe, et lui est dedans avec la morte. Vous imaginez les réflexions qu'ont fait les gens qui étaient là. Ça y est, Alphonse, qu'est-ce que tu veux encore lui faire? Enfin, bref. En tout cas, c'était une veillée archi rigolote, on s'est bien amusé. Tout le monde a bu, rigolé, raconté des histoires. On avait même l'impression que la morte s'amusait avec nous. Quand vous avez un enterrement de nos jours, je ne sais pas si vous y allez de temps en temps, mais les enterrements, c'est vraiment très triste. Quand on va dans une église, qu'est-ce qui se passe? On ne parle presque pas du mort, on parle surtout de la religion. Bon. Ensuite, le mort, souvent, pendant les veillées, il n'y a pas de mort, ou bien s'il y a un mort, il est dans un cercueil en carton, recyclable, bien sûr. Et donc, après cela, ça se termine dans un restaurant, autour d'un verre de vin blanc, d'un kouglof, tout le monde chuchote, parle, il n'y a pas de gaieté, il n'y a rien de drôle. Tout ça pour vous dire que c'est totalement différent en pays vaudou. Donc on va parler ici un petit peu des traditions mortuaires en pays vaudou. Au début, je vous parlerai de l'enterrement tel qu'il se passe d'une manière tout à fait traditionnelle. Et en fin de compte, on parlera également des exceptions qui sont un petit peu plus étonnantes et même qui donnent un peu le frisson de temps en temps. On a pu assister avec mon épouse à quelques-uns de ces moments importants de la vie des gens, donc, puisque la mort est complètement intégrée à cela. Et donc, je vous raconte une partie de mon vécu et une partie de choses qu'on m'a racontées. Il s'agit, donc, ce dont je parlerai comme enterrement, c'est surtout la région de Porto Novo Cotonou. Mais enfin, c'est là la base de la tradition donc des Yoruba qui ont amené les règles funéraires dans le vaudou. En réalité, il s'agit de transformer un
cadavre en un nom qui sera fixé après auprès d'un assène. On verra ça un petit peu plus dans le détail. Donc, à Porto Novo, comme dans chaque village, vous avez les villes et les quartiers sont divisés en parties de maisons qui font partie d'un sanctuaire, toujours, de l'ancêtre fondateur. Donc, les familles vivent dans des petits quartiers et donc les relations entre les vivants et les morts sont vraiment très inscrites dans ce quartier. Il y aura des premières et des secondes funérailles. Elles ont toutes pour objet d'envoyer le mort vraiment au pays des ancêtres et surtout d'enlever toute la dangerosité qui entoure la personne qui est morte. Après, une fois que ce sera fait, une fois qu'on aura enlevé cette gêne plutôt, il participera carrément à la vie du quartier et il faudra l'invoquer, le mort, pour retrouver un conjoint, pour trouver un lignage à un enfant, donc avec les cérémonies du Giotto, on peut en parler aussi. Et enfin, également, c'est lui qui décidera de fixer les fêtes avec ses prémices. Le processus, chaque fois, est très long. Il dure en général 2 à 3 ans. Donc, les funérailles peuvent durer 2 à 3 ans. Il y a la première partie, ce qu'on appelle les premières funérailles. Et là, ça reste l'affaire strictement de la famille. Elle dure 9 jours. Elle se passe dans et autour de la maison du mort. D'ailleurs, le mort sera enseveli dans sa maison. Si c'est un homme, il doit être enterré donc dans sa maison, dans l'endroit où il y a son lignage. Si c'est une femme, elle retournera dans la maison de son père. Elle sera enterrée là-bas. Donc, il y a plusieurs étapes pour cela. D'abord, il faut donc la première étape, c'est d'ensevelir le mort avec ses nouvelles enveloppes. Le premier jour, donc quand la personne décède, il faut commencer par faire sa toilette. Une chose qu'on ne fait pas chez nous, on bouche ses orifices. Je dis bien tous les orifices. On rase ses cheveux, on coupe ses ongles, et les cheveux et les ongles seront mis dans une petite calebasse et seront enterrés avec le corps. Ensuite, le corps est posé sur un genre de canapé de bambou qui est recouvert d'une natte qu'on appelle le plat-plat. C'est assez difficile à prononcer. Et on recouvre bien sûr le corps d'un pagne et d'habits neufs, de pagne neuf. Ces pagnes devant servir à lui-même pour entrer dans le monde des morts. Et également, il y a plus de pagne que pour lui parce que c'est pour en donner aux autres ancêtres qui sont déjà enterrés. Donc les gendres creusent la tombe dans la chambre, ça se passe en musique. On met donc en bas, on met des bambous, ensuite une natte, on pose le cadavre là-dessus, on le met dans la position du fœtus et le cadavre regarde toujours vers l'océan. Ensuite, on remet des bambous par-dessus. C'est pas très profond, hein, c'est à peu près ça. Hein. Donc le cadavre est à 30 cm du sol. Et on recouvre donc de terre. Voilà. Le deuxième jour,
il y a les égounes qui sortent, donc selon l'importance de la famille, donc il y a, ou des fois il n'y a qu'un égoun, c'est en même temps, après, l'égoun c'est ce que vous avez derrière vous, hein. Après ça sera, il portera également, il représentera le défunt, un égoun peut représenter plusieurs défunts, et dans certaines familles, il y a plusieurs égouns selon la notoriété et l'importance de la famille. Donc, comme vous les verrez, il y en aurait plusieurs qui défilent. C'est en gros, de ce premier jour où les égouns sortent, c'est à peu près l'annonce mortuaire que vous avez dans les dernières nouvelles pour annoncer que cette personne est décédée. Le troisième jour, étant donné qu'on considère que tout ce que portait le mort, y compris donc ses habits, les ustensiles dont il se servait, les plats, les couverts, sa chaise, tout ce qu'il utilisait quotidiennement, on lui trouve une certaine dangerosité. Et donc ces affaires-là sont emmenées hors ville, dans une palmeraie, et sont brûlées. Au retour, donc quand c'est toute la famille qui s'en va, qui fait ça, quand ils reviennent avec une branche de palmier et une partie plate d'une tige de palmier. Donc voilà, ils reviennent ainsi à la maison et quand ils reviennent, ils jettent du sable sur la tombe et disent qu'ils partent au loin. Vous voyez, toujours ce sentiment de faut éloigner le mort et ne pas le laisser près de chez nous. Enfin, les hommes tournent autour dans la chambre où il est enterré, tournent autour de la tombe, les hommes 9 fois, les femmes 7 fois, en récitant des chants, je pense que ce sont des chants funèbres, donc tout ça, bon, évidemment, je ne parle ni l'éwé, donc je ne comprends pas tout ce qu'ils disent. J'ai quelques notions de foulbé, mais c'est tout. Donc après cette expulsion, je pense que le danger du mort, après que ceci ait été fait, est fait, et donc et le danger du mort était éloigné. Après, on fait également la purification de la maison, c'est-à-dire qu'on prend des jarres dans lesquelles on marinait des plantes, c'est les plantes mortuaires donc, et quand on jette cette eau dans la chambre, dans la maison du mort, les enfants et les assistants crient et disent que le mort sorte et qu'il fasse place au vaudou. Ensuite, on passe dans toutes les maisons du quartier, oui, et on fait la même chose en jetant de l'eau, donc de l'eau qui renferme les plantes liturgiques. Enfin arrive le 9e jour, où on va donc manger, boire et danser avec le mort. Alors là, l'opération est menée par la Tanillon, ça j'ai oublié de le dire, la personne qui régit toutes ces cérémonies, c'est la Tanillon, qui est la tante la plus âgée du défunt. Donc c'est une femme qui procède à toute l'organisation, qui est chef d'orchestre des cérémonies. Elle fait une libation, donc le 9e jour, afin que toutes les querelles de la famille soient éteintes, qu'il y ait la sérénité. Elle verse du sodabi sur la tombe à l'emplacement de la tête, donc le sodabi c'est de l'alcool de palme, et commence une grande veillée, donc hors de la maison, mais où les gendres et les fils qui sont là ont tué et cuisiné des porcs pour les inviter, et donc tout ça est mangé avec beaucoup d'alcool, beaucoup de chants, donc c'est très gai ces soirées, et donc c'est à ce moment-là où tout le monde se réunit et se réjouit parce que le mort est vraiment passé au pays des morts et ne viendra plus, ceci grâce aux vivants, et ne viendra plus les ennuyer sur place.
je répète une fois de plus que les âmes des morts auxquelles on ne fait pas toutes ces cérémonies sont des âmes qui sont, qui sont des âmes de morts vivants très désagréables, et les gens en ont vraiment la crainte. Entre les premières et les secondes funérailles, il y a quand même quelques règles. Il y a le deuil des veuves. Et le deuil des veuves ne dure pas longtemps comme chez nous, il dure juste 9 mois, pour des raisons évidentes. Et donc, pendant ces 9 mois, elles ne doivent pas quitter le quartier, elles ne doivent pas aller au marché, elles doivent porter des habits sombres, ne pas se coiffer, ne pas se couper les cheveux, et bien sûr ne pas avoir de relations sexuelles. 7 lunes après la mort pour un homme, 9 mois pour une femme, on procède à l'extraction du crâne. Donc, un oncle paternel va à la tombe et ouvre la tombe au niveau de la tête et décolle le crâne. On le lave avec de l'eau liturgique et il est ensuite posé sur ces mêmes feuilles liturgiques. La tante maternelle va sacrifier à ce moment-là un poulet. Elle coupe le cou du poulet et verse le sang du poulet sur le crâne qui vient d'être posé sur les feuilles liturgiques. Le poulet ensuite est grillé. Toute l'assistance participe à manger ce poulet. Une partie du poulet est donnée au crâne. Ensuite, on entoure le crâne dans un linceul blanc et on donne le crâne du poulet à manger à un membre de la famille qui doit faire attention à manger toute la chair, mais surtout ne pas casser les os. Le crâne de ce poulet est pris et posé sur le linceul au-dessus du crâne et est emballé dans un autre linceul avec le crâne. Ce couffin, donc terminé, est accroché dans la chambre du mort. Il y a un problème, on reviendra là-dessus, quand un défunt a subi des enterrements, quand on lui a fait un enterrement chrétien et qu'il a été mis dans une tombe, il est difficile de récupérer le crâne. Donc à ce moment-là, on le substitue à une petite poterie, donc qu'on appelle un mélisée, et cette petite poterie remplace donc, et on fera cette petite poterie les mêmes rites qu'on fait au crâne. À la fin de cette cérémonie, les veuves ne sont plus en deuil. Donc on leur rase le crâne et elles ont droit, tous leurs interdits sont levés. Ces veuves sont immédiatement attribuées aux cadets de leur époux, qui en a la charge, mais ceci dit, elles ne sont pas obligées de rester avec lui, elles peuvent très bien ultérieurement prendre un autre mari. Mais en attendant, le cadet devra payer le repas qui marque la fin du deuil. Les secondes funérailles, alors là, ce n'est plus du tout familial, ça fait intervenir tout le quartier. Mais on traite toujours, pendant ces secondes funérailles, tous les morts du quartier qui ont eu lieu. Donc, ça peut représenter 5, 6, 7 personnes décédées pendant ce laps de temps, puisque ces secondes funérailles ont lieu en général entre 2 et 3 ans après le décès des personnes. Ces cérémonies ne sont possibles que si on
on décide qu'il y aura une trêve et que la paix régnera dans le quartier. Et pour cela, il faut aller aux sources de Zegpont. Adeline, tu peux peut-être nous faire voir. Alors là, ça c'est Adeline devant et Anna derrière. Nous avons été au mois de février à ces fameuses sources du Zegpont. Donc là, il y a une butte. Vous descendez à gauche, il faut descendre. Les garçons sont allés d'abord, les filles après. On ne pouvait pas se mélanger parce que tout le monde doit être en torse nu. Donc on voulait pas quand même, on voulait laisser les jeunes filles aller tranquillement en bas. Une fois que vous êtes lavé, il faut en boire également de cette eau. Ensuite, il y a cette butte de terre là, dans laquelle elle est en train de tremper la main dedans. Il y a il y a de l'huile de palme jaune qui est dedans. D'ailleurs, vous en voyez sur les couvertures les tissus qui sont autour. Il faut en manger, c'est carrément dégueulasse, quoi. Ensuite, vous retrempez votre main dedans et vous frottez les parties de votre corps qui devraient être guéries. Si vous avez une maladie, quelque chose, si vous êtes fâché avec quelqu'un, vous frottez plutôt le crâne et donc vous ne serez plus fâché. Et bref, après ça, vous revenez. Bon, on peut plus se laver, on est bien dégueulasse. Et après, on retourne. Il y a d'ailleurs chez un bokono qui est bien connu, qui va également régler pas mal de problèmes. Donc une fois que ceci est fait, on fait une offrande aux morts et il faut voir si cette offrande est acceptée par le mort. Donc on jette les coris pour voir si le fa, donc on lit le fa et on voit si le mort a accepté l'offrande, c'est que tout le monde est en paix, ça se passe bien. Si jamais ce n'est pas le cas, il vous faudra refaire des sacrifices jusqu'à ce que le fa dise que le mort a accepté l'offrande. Et là, on voit que donc la cérémonie peut avoir lieu. Donc je disais que ces cérémonies ont lieu tous les 2 ou 3 ans et elles concernent donc tous les morts de cette période. Cette cérémonie collective s'appelle Yagissin. Et donc, c'est vraiment une grande fête qui a lieu. Elle commence en général le jour du marché de Djegan, c'est juste à côté de Porto Novo, et dure 9 jours. C'est toujours la tante aînée du défunt, donc la Tianignon, qui procède à toutes ces cérémonies. Le premier truc... il faut rassembler tous les crânes de tous les défunts de cette période. Donc, chaque famille vient il y a au moins un représentant de chaque famille qui vient avec son couffin. Et là, il y a un lettré, donc quelqu'un qui sait lire, qui a une liste avec tous les morts, donc, et les appelle au fur et à mesure. Et donc tous les crânes sont placés devant. Les crânes sont déballés du couffin et sont placés sur des palmes, les uns à côté des autres. Et il y a, une fois qu'ils sont tous placés là, il y a un purificateur, c'est le siuto, qui procède il baigne chaque crâne. Il les nettoie avec de l'eau de pluie dans laquelle se trouvent des plantes liturgiques et de l'eau tiède, avec les plantes liturgiques et une autre avec de l'eau de pluie. L'eau qui coule de ces crânes, et c'est fait chaque fois au-dessus d'une petite fosse là, parce que cette eau impure qui pourrait être dangereuse pour les vivants, on ne doit surtout pas toucher cette eau. Voilà, enfin, les crânes, après que ceci soit fait, sont posés sur les feuilles liturgiques. Ça y est, le nom revient, ça s'appelle des ajamas. Et donc, chaque famille, à ce moment-là, remet à la Tianignon, donc à la tante, un poulet, que je ne me trompe pas, donc un coq, une poule, des noix de cola et une bouteille de soda-bi. La Tianignon procède au sacrifice, donc
du coq et de la poule. Et on verse donc bien sûr le sang chaque fois de chaque coq et de chaque poule, de chaque famille qu'il a amené sur le crâne. S'il y en a 2 ou 3 dans la famille, on amène autant de poules et de poulets. Et enfin, on offre des haricots cuits au crâne et du poulet arrosé d'huile de palme, du poulet grillé. Le crâne est ensuite mis dans un petit pot, puis dans un grand pot. Voilà, donc ces grandes jarres-là. Le crâne se retrouve là-dedans. Le petit acène n'est pas forcément mis, qu'on voit au-dessus, n'est pas forcément mis dedans, mais mis dessus donc, seulement dans quelques cas. Voilà. Donc, ces pots, là aussi, il y a un truc qu'il faut faire. Il faut faire attention à ce que 2 crânes ne soient pas mis à côté l'un de l'autre si ce sont des gens qui étaient ennemis. Parce que tout naturellement, ces crânes, sans qu'on y touche, ces peaux, sans qu'on y touche, se cassent à ce moment-là. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, c'est bien bouché avec des pâtes de haricots, des trucs, c'est vraiment scellé. Et à ce moment-là, on demande aux morts d'accorder à la famille, au village, la paix, la prospérité, beaucoup de progéniture, la santé, enfin bref, tout cela. Et donc, tous les restes de sacrifice, une fois de plus, sont mangés par toute la communauté. Les ripailles commencent. Là, on commence à boire, à chanter, et ça, une fois de plus, toute la nuit. Le lendemain, chaque famille habille le pot du mort, et donc on l'habille. Si c'est un homme, on lui met un pagne neuf avec un bonnet de dignitaire. Pour les femmes, on mettra un turban et on accrochera des bijoux au pot. Ces pots sont exposés à ce nouveau pendant 9 jours. Et chaque matin, donc, au mort, on fait des offrandes, on lui met ses mets favoris tous les jours sur le pot. Et le 9e jour, les enfants mettent, chaque fois 9, les enfants mettent des habits identiques à ceux que portait le mort et vont au marché là-bas. Et si le mort, par exemple, boitait, ils font semblant de boiter. Donc ils imitent vraiment le mort. Ils l'emmènent, ils font la route jusqu'au marché. Et ceci est fait pour que le mort ne refasse plus jamais cette route et qu'il n'aille plus jamais au marché, qu'il n'aille pas dans les lieux où ils ont été pour ne plus les embêter ultérieurement. Autant, je dis bien, autant les morts vont être des conseils ultérieurement, mais autant on ne veut pas qu'ils embêtent les vivants seulement quand on les consulte. Le soir, une fois que ceci est fait, après cette démarche au marché, le soir, le Siuto, donc le purificateur, creuse une tombe en forme de barque. Et tous les pots sont mis, ça c'est près de l'autel de l'ancêtre, mais pas juste à côté, et tous les pots sont mis là-dedans, sont recouverts de sable, c'est étalé, c'est fait de manière à ce que ça ne laisse aucune trace, et cet endroit ne sera jamais un lieu de culte, et il n'y aura jamais aucune cérémonie qui sera faite à ce moment, à cet endroit. C'est un endroit totalement oublié. Quand on ne peut récupérer le crâne, j'en avais parlé tout à l'heure, quand une personne est enterrée d'une manière chrétienne, quand on ne peut pas récupérer ce crâne, il y a une autre cérémonie qui a lieu. C'est une cérémonie qui consiste à attraper les morts. C'est-à-dire que chaque représentant de la famille, la tanillon passe devant, et chaque représentant de la famille part avec une natte à un carrefour. Et là, pour chaque mort, on fait un petit tas de sable, pas grand comme cela,
Et donc, vous avez, selon le nombre de morts, tous les petits tas de sable, et les gens attendent. Et tout d'un coup, comme c'est un carrefour, il y a de temps en temps un petit courant d'air. Donc, les gens avaient posé chacun sa natte dessus, sur le tas, et dès qu'il y a eu un courant d'air, hop, il ferme la natte, et il a dit « j'ai attrapé le mort ». On ferme la natte, et donc on attend que chacun ait fait son petit truc avec sa natte, et donc tous retournent donc à la maison avec la natte, où on retourne, et là, la Tanillon et une petite fille de la famille prennent chacun un pot, et donc il y a la natte qui est posée là, ils prennent un pot et ils le laissent tomber. Boum, cassé. Donc il y a donc chaque fois des brisures de peau. Et ça, pour chaque mort qui est là, on prend un pot, boum, on le laisse tomber. Et finalement, ici, il y a un paquet, c'est des grands pots quand même, il y a un paquet de cassures qui sont là. Et on fait 3 tas. Un tas pour les hommes, un tas pour les femmes, et un tas pour les morts qu'on a oubliés. Voilà. Et donc, c'est une manière de... Donc, sur ces tas également, pendant tous les 9 jours, on met, comme pour les crânes, on leur donne à manger, on les honore, etc. Et à la fin du 9e jour, on ouvre, on prend les cassures, on les ouvre, et donc on libère le truc, et la procédure donc se passe exactement comme s'il y avait... C'est exactement la même chose, et donc c'est toujours avec... On sacrifie là-dessus, on sacrifie toujours un grand porc sur ces tas de sable, et c'est toujours organisation de ripailles, de chansons et de danse. Et bon, ce que j'oubliais de dire, c'est chaque fois il existe des tam-tams spécifiques pour cela, donc les tam-tams funéraires qu'on tape à cette occasion. Tous les cas sont là pour éviter que le mort ne devienne toujours un mort vivant, un mort errant, dangereux, qui aurait pu gêner la famille. Donc, une fois que ces cérémonies ont lieu, on plante un acène pour un défunt. Donc, voilà. Donc, on plante un acène près de l'endroit où il y a l'acène du grand ancêtre de la famille. On plante cet acène, vous en avez vu quelques-uns dans le musée. On plante cet acène, et là, enfin, le nom est fixé. L'âme du mort est définitivement partie dans le royaume des morts et n'embête plus personne. On aura donc, bien sûr, à ce moment-là, donc on peut consulter le mort pour tout ce dont on a besoin, pour qu'il conseille, pour tous les actes de la famille, et essentiellement aussi pour la cérémonie du Giotto dont j'avais parlé tout à l'heure. Quand il y a un nouveau-né dans la famille, on fait la cérémonie du Giotto pour savoir de l'âme de quel ancêtre va protéger le nouveau-né. On va parler maintenant des cérémonies qui sont quand même un petit peu plus extraordinaires et qui se passent en pays vaudou. La première dont je parlerai c'est Torosu. Vous avez vu en bas dans les barques que dans l'exposition temporaire il y a un personnage à 4 bras. C'est le vaudou Torosu. Ce vaudou est invoqué quand il y a des enfants mal formés qui naissent. Ces enfants mal formés ne sont pas... on se dit, bon, ces enfants mal formés n'arriveront pas à vivre normalement, ils ne pourront pas arriver à travailler pour se nourrir et tout, et donc ces enfants, on leur évite une vie difficile en les noyant. Les mêmes cérémonies ont lieu pour les morts-nés. Donc les enfants mal formés sont jetés à l'eau. S'il n'y a pas d'eau dans l'endroit où sont ces enfants, on les mettra au moins dans une zone humide. On les enterrera vivants toujours dans une zone humide. Ceux qui sont au bord de l'eau
sont jetés à l'eau et un autre vaudou doit les dévorer, c'est Achakpa, le vaudou crocodile, qui va donc manger ses enfants, une fois qu'ils seront dans l'eau. Et d'ailleurs, Achakpa, donc vous avez un vaudou en bas, donc une effigie de ce vaudou au premier étage, et également dans les barques qu'on expose actuellement. Et donc Achakpa, quand on fait un sacrifice à Achakpa, contrairement aux autres vaudous, on ne lui donne que des boissons sucrées, donc des limonades, du coca, ou alors des sucreries, parce que les enfants que Achakpa a mangés aiment les sucreries, donc ils en profitent d'une certaine manière. Plus tard, Abiku, le dernier vaudou de ce cycle, va faire renaître les enfants, et donc l'âme de ces enfants va aller sera dans le corps d'un enfant nouveau-né et qui aura donc une vie tout à fait normale. Voilà, ça peut être choquant, mais c'est traditionnellement toujours encore comme ça. C'est ainsi que ça se passe donc au Togo, Bénin, en partie également au Ghana. Pour les handicapés mentaux, comme on ne le voit pas tout de suite, ça ne se passe pas ainsi. Les handicapés mentaux sont en général récupérés dans un couvent Mamiwata, où ils sont respectés, ils ne sont pas du tout mis au banc de la société, ils sont respectés, ils vivent dans le couvent, et d'ailleurs ils ont finalement une éclosion cérébrale qui est plutôt très satisfaisante, puisqu'ils se sentent considérés au milieu des autres. Il y a ensuite des cérémonies qui ont lieu pour les grands délinquants. Non, ça c'est trop loin. Il faut revenir en arrière, Adeline, là où il y a la chèvre. Ah, bah, c'est moi qui m'ai mis à l'envers, c'est pas grave. Bon, quand il y a des grands délinquants, en particulier les gros voleurs et cela, on ne va pas pouvoir enterrer un mort comme cela, parce qu'il doit quelque chose à la société. Donc ici, vous en avez un. De nos jours, on ne tolère plus que les morts soient exposés. Donc ils les recouvrent. Donc là, vous en avez deux. Ils sont recouverts d'un seul. Et les bokonos, mais dans certains cas, vous les avez quand même encore près de la maison du bokono. Le cadavre est posé sur un divan de bambou et ce cadavre, bizarrement, ne se décompose pas. Il ne se décompose pas jusqu'à ce que le bokono décide qu'il puisse être enterré. Mais auparavant, la famille du voleur devra restituer soit les biens, soit les sommes que la personne a volées, et devra les rendre, parce que sinon le bokono ne libérera pas le corps, qui ne se décomposerait pas. Et ce serait donc très gênant, puisque ce serait un mort qui a entré tout le monde, et donc la famille fait tout ce qu'elle peut pour restituer les biens, elle s'endette pour rendre aux autres personnes ce qui a été pris. Devant les cadavres qui sont exposés sur les bambous ici, se trouve, on met en général devant, puisqu'elle peut être exposée, une chèvre qui, elle, se décompose pendant ce temps-là. Les corps, après renseignement, parce qu'on était quand même stupéfait de voir un corps qui était soi-disant là depuis une huitaine de jours, il avait l'air d'être endormi à l'instant, quoi. Et donc les bokonos les traitent, semblerait-il, avec des produits pour conserver le camphre et d'autres produits pour conserver du formol pour conserver le corps. On en arrive enfin à la chose la plus étonnante, donc la cérémonie des foudroyés. Quand quelqu'un est frappé par la foudre,
on dit que le vaudou de la foudre, Eviesso, l'a frappé. Et donc, ça doit être vraiment une crapule. Hein. Si Eviesso se donne la peine de frapper avec la foudre et de tuer quelqu'un, c'est vraiment le dernier des salopards. Hein. Il n'y a pas à torpiller. Donc, il faut absolument... plus personne ne va oser enterrer une personne qui a été frappée par la foudre. Il y a toute une cérémonie qui doit avoir lieu. Je dis également qu'il y a des gens, des vivants, qui demandent à ce qu'on leur fasse cette cérémonie parce qu'ils ont commis, quand ils vont voir donc le Kpointo, c'est le personnage du midi, on en parlera là, qui vont le voir et qui lui disent, écoute, j'ai commis des crimes, j'ai commis de l'inceste, et donc il faut absolument s'occuper de mon cadavre pour que tout se rentre dans l'ordre. Donc vous avez, le Kpointo va se charger du cadavre. Ce cadavre est exposé et vraiment pendant très longtemps, ça c'est si la famille est d'accord qu'il soit exposé. Donc nous, il y a un mois, on était on est allé chez un Kpointo qui avait effectivement, puisqu'il les garde quand même un certain temps, il faut beaucoup d'argent pour faire ces cérémonies, parce qu'il y a énormément de personnes qui vont participer, ça va coûter cher, il va falloir sacrifier des bœufs, des porcs, de tout. Donc ça, on ne peut pas régler ça en 5 minutes. Donc on confie le cadavre au Kpointo. Si jamais le cadavre d'un gars comme ça a été enterré et qu'on se rend compte qu'on a enterré un gars qui n'est pas tout à fait catholique, dirions-nous, et à qui il faut faire des cérémonies, on redéterre le cadavre, on prend donc le linceul, on l'attache par les pieds, on le traîne à travers le village, où tous les gens, avec des bambous, on tape sur le cadavre, on l'amène sur la place du village, et là, on lui enlève la tête, et là commence la cérémonie, donc les notables du village. Si vous êtes invité à assister à une cérémonie comme ça, vous en ferez de même. Vous posez 3 fois votre pied gauche sur le crâne, pas le crâne entier, le crâne auquel on aura enlevé une mandibule, donc la mâchoire. Et cette mâchoire, ça c'est un fétiche de Kpointo, va vers le tambour, peut-être. Voilà. Donc, vous voyez, c'est donc tous les foudroyés ou les gens qui ont commis vraiment des horreurs. Donc, les mâchoires sont accrochées au tambour. Ce tambour est tapé quand il y a un orage pour que personne ne soit frappé par la foudre. Donc, il sert un petit peu de protection. J'en reviens. Donc, ça, c'est la cérémonie qui a lieu quand le gars ne fait pas bien les choses. Si les choses sont faites correctement et que la famille a amené le corps du foudroyé, donc le Kpointo, on revient pour voir que ça c'est un crâne qu'utilise le Kpointo. On appelait ça crâne de Kpointo, c'est un crâne qu'il utilise pendant la cérémonie. Adeline, tu veux bien revenir sur les Kpointo? Ça c'est plus loin. Donc on voit un Kpointo. Oui. Le Kpointo, vous le voyez, donc le personnage de gauche là-bas, ça c'en est un autre, il a là-bas, à côté de lui, il y a deux grosses poches qui sont accrochées, vous en voyez très bien une, celle qui est sur la gauche, voilà, là on en a 2, ça ce sont des crânes, et ça ce sont des crânes de Bokono qui sont, le Kpointo est lui-même un Bokono, mais ce sont des crânes de Bokono, donc de sorciers, qui étaient très puissants. Et donc ces crânes servent de protection au Kpointo lui-même pendant les cérémonies, parce que c'est lui qui enlève le crâne, qui fait toutes les opérations, et donc ils servent de protection. Ce sont des crânes puissants qui empêchent le vilain crâne de faire du tort. Voilà, donc une fois que ce crâne est enlevé, le corps, lui, il est pris et il est mis dans une tombe, et le crâne, voilà, ce crâne est exposé après, il y a une case qui est réservée à tous les foudroyés, et les crânes sont exposés, et on emmène de temps en temps les gens qui sont un petit peu limites
on leur fait voir, on te dit, tu vois ça, si tu déconnes, voilà ce qui va t'arriver. Et donc, ça, c'est un moyen pour calmer les belliqueux. Voilà, Aline, va voir, va vers la fin. Il y a des. Voilà, ça c'est aussi, il faut que je vous dise. Ça, c'est donc un cadavre d'une personne qui est morte. En général, donc les cérémonies ont lieu dans un délai. Donc celui-ci était mort, c'est le fils d'ailleurs d'un Bokono qu'on a bien connu, et Adeline le présentera tout à l'heure, mais là je vais d'abord dire. Donc on les met au frigo, hein. Les gens, y a donc les morgues là-bas, c'est des très gros frigos, parce que pour faire ces cérémonies, les gens n'ont pas l'argent cash sur eux, donc ça nécessite du temps, il faut aller voir le banquier, faire des prêts, il faut que la famille se cotise. Et donc après a lieu la cérémonie, et avant que la cérémonie, qu'on le mette en tombe, on l'expose une dernière fois, puisque c'est le lendemain qu'il faut l'enterrer. Donc là, on considère qu'il est gelé vivant. Et donc, voilà, donc vous voyez d'ailleurs, il y a encore du givre sur ses bras. Et donc, une fois que ça c'est fini, on démarre la cérémonie. Adeline, fais-nous voir son père, là. Ça, à gauche, il est vivant, là, hein. On dirait pas, mais enfin, bon, vous voyez, ce type-là, Marie-Lise peut le dire, était très, très impressionnant. Il frisait les 200 kilos, hein, ce gars-là. Et c'était un Bokono du culte Koku. On ne le voit pas trop, mais j'ai une autre photo où on voit très bien, ses bras sont complètement lacérés de coupures et donc de cicatrices qui se ils se font le couteau. Quand ils sont en transe, le couteau ne rentre pas, mais quand ils ne sont pas tout à fait en transe, de temps en temps, bien sûr, ils se coupent complètement et se taillent les bras. Et là, quand il est mort, là, instantanément après, on l'habille dans sa tenue de Bokono. Et donc, on va le laisser quelques heures comme ça, déguisé, et après, on le mettra dans la tombe. Les personnages importants, comme les Bokono, je ne sais plus comment s'appelle la grande prêtresse vaudou, là, où on était, avec Marie-Luce, on était dans ce couvent, et son père est décédé pendant qu'on était avec elle, et donc elle nous expliquait comment fonctionnait Mami Wata, tout ça, comment se faisaient les cérémonies. Son père est mort, ça l'a pas troublé outre mesure, donc les choses sont... Elle a dit qu'elle allait s'éloigner quelques instants de nous. Je l'ai suivi un peu pour regarder ce qui se passait. Et là, elle a introduit un fil de fer dans le nez de son père et a noué le fil de fer. Il venait donc, à l'instant, il venait de décéder. Et ça, c'était fait pour que le dernier souffle du Bokono ne sorte pas. Et donc, ce crâne gardera une grande puissance durant tout le temps où on l'utilisera après, ce crâne, pour les cérémonies. On va terminer sur une des photos. Donc c'est une des premières barques dans l'exposition temporaire. Et là, vous voyez également toute l'imagerie de la liturgie. C'est une barque mortuaire et le cadavre est tout à fait derrière. Vous voyez, bon, il y a deux petits trucs que vous voyez perpendiculaires. Ce sont des petits hippopotames. C'est les hippopotames qui aussi servent à transporter le mort dans l'au-delà. Donc il y a la natte par-dessus, le cadavre est posé sur ces deux hippopotames, et vous avez Saktapa qui est... oui, vous avez Saktapa, je mets avec les Adjakpa, Saktapa, de temps en temps je m'en mets. Donc vous avez Saktapa qui est là, donc on suppose que le mort a dû mourir sûrement de variole, parce que vous avez Saktapa avec ses pustules sur la terre, et vous avez les deux sonneurs. Alors ça c'est très étonnant, donc la barque qui traverse la rivière et qui va dans le monde des morts. Et ce qu'il y a de très étonnant, vous avez donc deux sonneurs de trompe, et ça reprend toute la liturgie égyptienne, donc ça a traversé le Sahara. Donc
donc les sonneurs de trompe qui annoncent l'arrivée du défunt dans le pays des morts. Voilà, j'en ai terminé. C'est donc quelques expériences vécues. Et donc Adeline, pour la première fois, elle a surtout senti un gars qui était, il était dans une boîte, dans une case, là. Il y était depuis presque, d'après ce qu'il nous expliquait, il y était depuis 2 ans. Et ça cocotait bien. Et puis donc ils nous ont bien ouvert le mort. Vous voyez, c'est lui là qui a été foudroyé et tout. Et donc ils voulaient qu'on assiste à la cérémonie des tétages. Malheureusement, c'était le lundi, on avait notre avion le dimanche soir. Mais enfin, la prochaine fois qu'on ira, il faudra quand même que je les fasse assez assister à ces trucs-là qui sont... Ne croyez pas que ce soit dégoûtant ni rien, c'est fait partie de la chose. Les gens touchent les cadavres. Bon, moi, ça ne me dérange pas un cadavre, mais les gens là-bas, ils les touchent et tout. Et donc, voilà, ça fait partie du quotidien de la vie. Voilà, j'en ai terminé. Et j'espère que vous le prenez quand même avec le sourire, cette conférence.